Bonsoir à tous, une vidéo que je fais un petit peu tard, mais j'avais besoin de la faire ce soir au regard de la journée que je viens de passer. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a sur les groupes, sur les réseaux sociaux, auprès des gens que j'accompagne, il y a beaucoup de similitudes dans ce qu'on retrouve dans les groupes et dans ce qu'on retrouve dans la vie de tout un chacun. Alors je ne vais pas vous faire une vidéo facile ce soir et on va sortir un petit peu du contexte astrologique et du contexte psychologie de l'astrologie. On va aller dans un domaine purement relationnel. J'ai pas envie de dire sentimental parce que pour moi on n'est pas du tout dedans. Mais je voudrais revenir sur des propos qui sont souvent mentionnés. Il y a beaucoup d'effets de mode en ce moment. Certaines personnes se retrouveront dans ces propos, dans les propos que je vais utiliser. Cette vidéo a pour but de les sensibiliser. Il n'est pas question de faire réagir de manière violente ou virulente qui que ce soit, mais il faut ouvrir les yeux à certaines personnes sur leurs conditions de vie et sur notamment leurs relations de couple. Il n'y a pas de jugement de valeur. De ma part, je suis pas psy, moi à la base, je suis simplement sociologue. J'accompagne, j'encadre certaines personnes qui sont en difficulté, notamment des femmes battues, disons-le, mais j'ai aussi encadré des hommes. Cette vidéo va revenir sur deux points. Au début, je voulais essentiellement parler du rapport que vous faites entre les relations flammes jumelles pour certains et les pervers narcissiques. Dans ces deux cas-là, c'est un effet de mode. Donc il faut arrêter de parler de votre compagnon comme d'un pervers narcissique, ou de votre compagne, peu importe, comme d'un pervers narcissique. Pour avoir un pervers narcissique face à soi, il faut des critères bien particuliers, et les seuls qui peuvent définir ces critères bien particuliers, ce sont des psychiatres. On ne parle pas de psychologues, on va sur des psychiatres qui ont eu une demande auprès d'un tribunal de fait d'avoir une expertise psychiatrique sur une personne pour avoir une évaluation bien précise. Donc ce terme, on le retrouve assez facilement, notamment dans les domaines spirituels en ce moment, où on cherche des excuses un petit peu à tout le monde et un petit peu à son compagnon sur le comment il se comporte avec moi. Oui, mais c'est normal, je l'aime et ceci et cela. Non, c'est pas normal. Une personne qui vient face à vous, qui vous dit que vous êtes une bonne à rien, qui vous dit que vous êtes un bon à rien, c'est pas normal. Il y a des critères pour une relation saine. Je suis passée par là, je sais ce que c'est, j'ai mon vécu derrière moi, je comprends les personnes dans ces situations-là. Mais il faut aussi recadrer les choses. Il n'y a pas, tous les hommes ne sont pas pervers narcissiques, toutes les femmes ne sont pas des garces. Heureusement, bien sûr, il y a aussi des gens qui ont des relations saines, tant mieux pour eux, on les félicite pour ça. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence que moi, ce que je constate, et c'est un constat de ma part, ça n'engage que moi, c'est qu'au regard de tout ce que nous traversons aujourd'hui, tout ce que les gens traversent dans leur vie, que ce soit professionnel, sentimental, amical, relationnel, peu importe, il y a un vrai décalage, les gens sont profondément malheureux. Alors on nous dit toujours, on ne sait pas ce qui se passe dans les couples, derrière la porte, et c'est vrai. Mais on sait parfois ce qui se passe à l'extérieur, parfois on est témoin de certaines choses, de ce qui se passe à l'extérieur. Et quand j'entends des femmes me dire « Oui, il m'a frappé, mais il s'est excusé », bah, je suis désolée, ça me gêne. De voir une femme qui retourne auprès d'un homme qui l'a violentée, ça me gêne. Mais ça me gêne tout autant de voir un homme ou d'entendre un homme me dire « Ah bah oui, mais c'est normal qu'elle soit jalouse elle-même. » Ah et non, non, c'est pas normal qu'une femme soit jalouse comme ça, c'est pas normal qu'une femme fouille votre téléphone, fouille vos textos, lise votre Facebook ou les réseaux sociaux que vous avez, peu importe. Je jette pas la pierre plus à l'un, plus à l'autre. C'est pas normal qu'une femme vous interdise de voir telle ou telle autre personne. C'est pas normal qu'une femme vous interdise
de couper les ponts avec telle ou telle autre personne, de plus prononcer son nom. Dans le cadre de mes missions, je suis déjà passée par là, des personnes m'ont déjà dit, j'ai reçu l'interdiction de ne plus mentionner ton nom. Ça m'est déjà arrivé. Alors, il n'y a pas vraiment de mots là-dessus. Chacun a sa propre histoire, chacun a son propre vécu. Je viens juste là pour annoncer certains faits où dans une relation saine entre deux personnes censées, normales, posées, équilibrées, on est censé retrouver la confiance. La confiance qui est la base première de toute relation. À partir du moment où on aime une personne, on la laisse vivre, on la laisse évoluer, on la laisse s'exprimer. Au-delà de ça, chaque personne, avant que vous l'ayez rencontré, que vous ayez rencontré votre compagnon, votre compagne, cette personne-là a eu un vécu. Avant vous, elle a connu d'autres personnes, donc elle a forcément des ex. Elle a forcément des amis, des collègues de travail, des gens avec qui cette personne s'entend. Et alors, on a le droit de s'entendre, d'aller boire un verre avec des amis. Quand une femme vient me dire « Oui, mais moi, tous les vendredis soirs, mon mari, après le travail, il sort boire un verre avec ses potes », ça m'énerve, parce qu'il peut rencontrer d'autres femmes. Remettez-vous en question, les filles. Il va juste boire un verre entre potes, il va se détendre, et alors, ça fait pas de lui un alcoolique, ça fait pas de lui un homme volage, ça fait pas de lui un dragueur. Sinon, quand vous allez voir vos copines, passer le mercredi après-midi dans les magasins, faire du shopping avec vos copines, ils pourraient très bien vous dire « Hey, t'en profites pour draguer ». Mettez-vous à la place de la personne qui partage votre vie de couple. Je voudrais revenir aussi sur une chose qu'on m'a dit ce matin. On m'a dit « C'est normal ». Là, c'est un monsieur qui m'a dit ça, c'est quelqu'un qui m'est très proche de moi, qui m'a dit « Mais c'est normal qu'on se comporte comme ça dans un couple, on a mis des barrières. » Il n'a pas utilisé le terme de barrière, je ne sais plus quel terme il a utilisé, mais un accord entre eux, où effectivement, quand ils sont ensemble, ils ne répondent pas aux textos, ils ne répondent pas au téléphone, désolé, ça me choque. Ça évitera pas la jalousie, ça va plus l'attiser qu'autre chose. De plus, les personnes qui vous appellent ou qui vous envoient un message ne sont pas censées savoir que vous êtes là, expressément, à cette minute-là, cet instant-là, avec la personne que vous chérissez à votre cœur. Donc, on ne peut pas dire aux gens, bah non, désolé, tu m'appelles pas. Tu m'appelles pas, tu n'envoies pas de message. Non, je suis désolée, ça me choque. Ça me choque pour plusieurs raisons. La première, parce que dans cette situation-là, vous vous interdisez la liberté d'avoir des amis, d'avoir une relation sociale avec le monde extérieur à votre couple, et vous vous enfermez littéralement. Je ne vais pas dire dans le couple, parce que là, pour moi, il n'y a pas de notion de couple à partir du moment où l'un et l'autre, on est déjà en opposition sur ce genre de choses. Et là, il me répond, bah t'es la seule que je connaisse. Et là, j'ai envie de lui répondre, parce qu'il va se reconnaître, j'ai dit, garçon, là, t'as craqué, je suis pas la seule. La frangine, elle est comme moi, elle a les mêmes valeurs que moi, elle partage les mêmes valeurs que moi. Et j'espère que non, des femmes comme moi, il y en a d'autres, et qu'on n'est pas les seuls à partager cette valeur-là, de laisser à notre compagnon le choix de recevoir un texto d'une amie, d'une collègue de travail, ou de sa sœur, qui sait, se trouve sa sœur qui lui envoie un texto. Moi, ça me pose problème. Cette notion-là me pose problème. Au-delà de ça, ça me pose problème parce que c'est dans les relations, dans les personnes que je suis, qui sont dans des cas difficiles, extrêmement difficiles pour certains, avec leur conjoint, on a l'impression que c'est une norme. C'est normal. Il est jaloux, elle est jalouse, c'est normal. La femme fait toute la vaisselle pendant que le gars reste assis sur le canapé à rien faire, à regarder la télé, c'est normal. Eh ben non, désolé, c'est pas normal. Un homme peut autant passer le balai, la spie, vous aider à mettre la table, à faire à manger,
que passer du temps à regarder la télé, et vous aussi, vous avez le droit de regarder la télé. Inversement, une femme qui me dit, moi je sors pas les poubelles parce que c'est à mon mec de le faire, ça me choque tout autant. Pourquoi une femme sortirait pas les poubelles? Je suis désolée, je sors les miennes, j'ai pas de problème avec ça. Ça me dérange pas plus que ça. J'utilise les mêmes choses que mon conjoint, je fais les mêmes choses que mon conjoint. Je partage les choses avec lui et pas chacun de notre côté. Donc quand on vit à deux dans un appartement ou dans une maison, quand on est en relation, effectivement, on s'entraide. C'est pas chacun fait les choses de son côté ou ça c'est à la femme de le faire ou ça c'est à l'homme de le faire. Non, on fait les choses ensemble et communément. Idem quand on a des enfants, quand il y a des enfants dans un couple, il y a un monsieur qui m'a dit une fois, ah oui mais ça c'est à sa mère de s'en occuper. Ouais, enfin t'es tout aussi capable de remplir un papier pour l'école pour ton fils. Pourquoi tu le ferais pas? Pourquoi c'est à sa mère de s'en occuper? Tu sais pas écrire le prénom de ton fils et tu peux pas lui donner l'autorisation d'aller au cinéma à ton fils. Si. Un homme a tout aussi bien le droit de donner, d'accorder à son fils le droit d'aller au ciné avec sa classe ou de faire une sortie scolaire. Comme il a le droit d'aller le vendredi soir avec ses potes au bar. Alors cette vidéo elle n'est pas faite pour rien et pour vous cracher un petit peu à la figure ce que je pense. Elle est faite pour vous montrer deux échelles de valeurs que nous utilisons au regard des personnes que nous accompagnons. On appelle ces échelles le violentomètre et le narcissiomètre. C'est très, très péjoratif comme nom, mais malheureusement il n'y en a pas d'autres. Et il faut bien leur mettre des noms, on ne va pas appeler ça échelle de bonheur, hein. Ça colle pas avec le truc. On ne peut pas appeler ça l'échelle des amoureux, ça va pas coller non plus, hein. Alors je vais vous montrer ces deux échelles, hein. La première c'est celle-ci, vous la retrouverez facilement en lien, je vous ferai des liens après la vidéo là-dessous. Cette échelle-là, elle est utilisée par beaucoup de professionnels, de gens qui accompagnent, comme moi, les personnes en difficulté, qui encadrent les femmes battues ou les hommes battus. Je rappelle que depuis le temps que je fais ça, j'ai déjà accompagné des hommes qui étaient violentés par leurs femmes. Donc on ne s'adresse pas que aux femmes battues. Même si on parle de femmes battues, effectivement, il n'y a pas que. La deuxième, c'est une échelle un peu plus grosse. C'est la même, hein. On a 24 bases pareilles, hein, sur cette échelle-ci. Mais celle-ci est utilisée par les tribunaux de grande instance. Parce que celle-ci, on va les comparer des comportements, de la situation de tous les jours que nous vivons avec notre conjoint, notre compagne, ou nos collègues de travail. On peut très bien être violenté par un supérieur hiérarchique, par un collègue de travail ou par un ami. Ça m'est déjà arrivé une seule fois, mais ça m'est arrivé dans le cas de deux personnes où il y avait souffrance mentale et physique de la part d'un ami. Donc il n'y a pas de notion de, je ne vais pas dire de couple, hein, parce que le couple en psychologie c'est deux personnes. Donc effectivement, quand on parle de couple, on ne parle pas forcément du mari et de la femme, on n'est pas forcément marié, on peut être en concubinage déjà, mais ça peut être deux colocataires, ça peut être deux meilleurs amis qui finalement ne le sont pas, ça peut être un frère et une sœur, ça peut être un supérieur hiérarchique et un employé, peu importe. On n'est pas là pour faire l'apologie des couples, ni pour dire que tous les couples sont mauvais, il y a des couples qui sont sains, rappelons-le. Ces deux échelles qui sont là ont toutes les deux 24. Ils sont gradués de 0 à 24. Hein. Quand on va chez le médecin, il nous demande combien vous avez mal, de l'échelle de 1 à 10. Là, on va de 1 à 24. Avec une petite différence, au médecin, on peut lui dire de 1 à 10, on a mal à 10. À 24, malheureusement, hein, rip garçon, hein, on n'est plus là pour le dire. Là, on a repris l'affaire Marot Sauvage, qui a été une affaire médiatisée, où la famille s'est battue pour faire reconnaître que ce n'est pas lui qui tapait sur sa femme, mais la conjointe qui tapait sur monsieur. Malheureusement, monsieur n'est plus là aujourd'hui pour témoigner de son histoire. L'affaire a été très médiatisée, donc
Maro sauvage, tapez sur internet. Hein. Les tribunaux ne nous donnent que des affaires qui ont été traitées. Donc ils savent de quoi ils parlent. Et là, on est dans un cas où, comme lui, il est décédé, malheureusement, plus personne ne peut contredire que c'était une femme battue. La famille s'est battue. Merci à la famille de s'être battue pour lui et à son âme, comme on dit. Des cas comme ça, il y en a plein d'autres. Le tribunal nous en donne, mais au-delà de ça, il faut commencer l'échelle. Et l'échelle, on va la commencer au numéro 1. Et dans ce numéro 1, on parle justement d'une atteinte à la personne. On n'est pas dans la violence physique, comme on l'entend, où la personne va vous taper dessus. On est dans l'atteinte à la personne, où c'est tout le temps la femme qui fait les courses, le ménage, la toilette des enfants, pendant que monsieur regarde la télé. Là, c'est l'échelle 1. Il nous faut une valeur, il nous faut une échelle de valeur inestimée pour dire, hey, ça c'est normal en couple, ça c'est pas normal. Alors toute cette échelle-là, c'est des affaires vécues, et par exemple au numéro 7, il y a cette affaire qui a été très médiatisée aussi, c'est l'affaire Lily Rose, dans le cadre où les enfants étaient tellement manipulés que les enfants ont déposé plainte contre les parents, enfin contre un parent, pour viol. Là, on a vraiment de la perversité. Je suis pas psy, je dirais pas si c'était un pervers narcissique, mais on est dans des cas de perversité. Et on est dans des cas extrêmes de violence psychologique. On est avec cette affaire-là au niveau 7, si on voyait l'échelle des couleurs là pour l'instant, est claire. On va dire ça, malheureusement, il faut mettre des couleurs. Le problème, c'est que si on en arrive à cette échelle-là déjà à 7, il y a quoi à 24 ? Il y a quoi entre les deux là ? Parce qu'on peut dire, oui, il y a quoi entre 1 et 7 hein. Donc au 5 par exemple, vous faites l'amour à une personne, peu importe, et cette personne va vous dire, après avoir fait l'amour avec vous, qu'elle vous a utilisé. Là on est à 5. Visiblement c'est un cas courant. C'est assez classique et courant, malheureusement, que j'entende ce genre de propos. Dans les plus graves, et ça va pas. On a tous entendu parler de ça. On connaît tous quelqu'un, plus ou moins, on en a entendu parler de ça. Ça, c'est le tribunal de Lorient qui nous le donne. Ça date du 21 mai 2019, c'est pas vieux. On est dans un cas où la personne menace de se tuer et de tuer ses enfants si son conjoint l'abandonne. Ça donne à réfléchir. On est qu'au numéro 10. Alors bon, il y a les accusations de meurtre, de viol, on en passe un petit peu. Au niveau du 14, j'aime beaucoup cette échelle parce qu'elle fait souvent référence aux femmes et aux hommes comme victimes. Là, c'est la femme qui frappe le conjoint, qui est très néfaste au couple. Contrairement à cette échelle-ci, je vais y revenir après, où là, c'est plus l'homme qui est, entre guillemets, pénalisable. Alors en 14, c'est l'affaire Maxime Gagé, c'est pareil, qui a été une affaire très médiatisée. Elle date du 25 mai. Cette affaire, elle est pas vieille, donc en 14, et là, le tribunal nous dit, bah oui, mais attention, parce que là, elle frappait son conjoint, madame frappait son conjoint, et elle a menacé de déposer plainte. Donc effectivement, ça s'est au début retourné contre lui, et après, il faut prouver que c'est pas vous. Pourquoi ? Parce qu'on a cette habitude d'entendre que les femmes sont battues. C'est normal, à la limite, ça devient normal, c'est lamentable de trouver normal d'entendre dire « c'est une femme battue ». Et oui, non, il y a aussi des hommes qui sont battus, il y a des femmes qui sont battues, beaucoup de femmes, on en parle beaucoup, on médiatise énormément là-dessus. Cette échelle-là, qui vient des tribunaux, vient nous montrer qu'il n'y a pas que des femmes qui sont battues, il y a aussi des hommes qui sont en danger avec leur compagne. Ils ont beau être amoureux, mais ils sont en danger pareil avec leur compagne. Juste en dessous, ça nous vient du tribunal de Blois, et on est pareil, tout
toutes ces affaires-là, dans ces secteurs-là, hein, entre le 12 et le 16-17, hein, on est dans ces manipulations un petit peu où on accuse l'autre. Où nous sommes, nous, euh, j'ai pas envie de dire le fauteur de troubles, mais il vaut mieux ça qu'un autre mot. Mais en tout cas, on n'est pas la victime. La victime, c'est la personne sur qui nous agissons. Et toute dans ces couleurs-là, la rouge, là, toutes ces manipulations viennent interférer ici, viennent à ce moment-là. Donc on y va des accusations de viol, on y va des accusations de tu m'as frappé, je vais aller me plaindre. On a vraiment de tout. On a de la menace de mort, on a de la menace de faire tuer l'autre par une personne. La 17, hein, celle-ci, là, on commence à changer un petit peu de couleur. Là, effectivement, on vient nous dire que je vais te menacer de mort et je vais t'envoyer quelqu'un pour te tuer. Sauf qu'arrivé à la 20, on le fait. J'ai été confrontée à ça. Je connais cette situation-là. Alors là, bon, c'est récent, hein, 2 mai 2019, tribunal de Beaumesnil. On est récent là-dessus. Le fait d'avoir ces menaces-là, d'accompagner une personne pour qu'elle soit aidée, pour qu'elle ne se sente pas seule. Je connais cette situation-là. J'ai été agressée pour ça. Il y aura toujours des emmerdeuses comme moi, hein, malheureusement, pour assumer ça et surtout pour contredire ça. Donc on sera toujours là, des emmerdeuses comme moi, des juges, des assistantes sociales, des travailleurs sociaux, des associations. Peu importe. Mais il y en aura toujours qui, bah oui, de temps en temps, se fait agresser, ça fait pas plaisir. Mais ça fait partie du travail. Alors, 21 en dessous, et c'est pareil, ça nous vient aussi d'un tribunal. Là, on est vraiment sur une échelle des tribunaux avec des affaires qui, effectivement, sont relayées par les tribunaux. J'insiste là-dessus, c'est important parce que là, on est dans du concret. Le 21, on est sur... on va tenter de vous tuer, mais votre conjoint va tenter de vous tuer avec son amant ou sa maîtresse. C'est très sympathique. Il y a des gens qui mettraient fin à la relation entre bons adultes. Là, on va tenter de vous tuer. Et puis, dans les 24, là, en face, hein, RIP, hein, l'affaire Maro Savage, bien médiatisée aussi. Ces affaires-là sont les plus longues, les plus douloureuses. Alors, petite échelle, là, au début, qu'on voit en noir, vous ne voyez pas, mais je vous mettrai les liens en dessous, vous pourrez les télécharger. La première, c'est tire-toi. Hein. C'est tout simplement quand tu arrives dans des situations où déjà on se moque de toi. Simplement, on se moque de toi, on te manque de respect. Casse-toi. Voilà, en gros, on te dit, c'est écrit, on te dit tire-toi. C'est pas plus compliqué. Après, on te dit, va demander de l'aide. Alors, à quel moment on doit demander de l'aide? Et là, je vais repasser sur celle-ci parce que celle-ci va plus vous parler. Parce que entre les deux, celle-ci fait vraiment très peur, mais c'est pas anodin de l'avoir ressorti, de vous l'avoir montré. C'est voulu, c'est pour vous montrer que malheureusement les tribunaux sont chargés d'affaires comme ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les gens sont profondément malheureux, parce qu'ils ne sont pas capables de se faire confiance, parce qu'ils ne sont pas capables de vivre, tout simplement. D'apprendre à aimer normalement, et ce qui ressort beaucoup, ce que je constate, c'est que je ne suis pas sûre qu'ils le savent. Il y a une personne qui me l'a dit. Aimer, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'on ne m'a jamais aimé. C'est très très dur à entendre. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais j'ai frappé ma compagne parce que quand j'étais petit, on me frappait. Alors les psychiatres vont trouver une excuse à ça. Moi, j'en trouve pas, je suis désolée. Avant de frapper sur quelqu'un, si on sait qu'on a un problème, on va se faire aider. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Que ce soit un psychologue, un psychiatre, votre voisin, votre soeur, votre frère, un collègue de travail, peu importe. À partir du moment où vous vous sentez en danger, vous demandez de l'aide. Cette deuxième échelle qui est le violentomètre. Alors le violentomètre, c'est une vraie bonne idée de la mairie de Paris. Merci à eux d'avoir depuis quelques années simplement posé des mots.
Alors, ils n'ont pas posé n'importe quel mot, ils ont posé les mots de tout un chacun, et les mots qui reviennent le plus souvent. Le plus souvent. Ils ont interrogé des personnes comme moi, qui sont des ex-femmes battues, qui ont connu le viol, qui ont connu les agressions extrêmement difficiles. Ils sont allés interroger des femmes qui n'ont jamais vécu ces choses-là, mais qui se sont, entre guillemets, déjà plus ou moins pris la tête avec leurs copains, leurs conjoints, peu importe. Ils sont allés voir des personnes qui ont commis ces actes-là. Ils sont allés voir des psychologues, des médecins, des encadrants, des soignants. Et on en est arrivé à cette échelle. Cette échelle, elle reprend exactement les mêmes graduations que l'échelle utilisée par les tribunaux. Là, on est dans une relation saine, là, on est tire-toi, et là, on est demande de l'aide, parce que là, il est trop tard. On est exactement dans les mêmes échelles de valeur, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là. Alors, dans le premier, là, dans les 5 premiers points de ce qu'on qualifierait d'une relation saine, on va retrouver tout simplement qu'il vous respecte, qu'il vous accompagne, qu'il partage avec vous des activités, mais s'il n'aime pas ces activités, il va vous laisser les pratiquer, c'est votre temps libre, c'est à vous. Il est content que vous ayez des amis, vous voyez des amis, c'est cool, tout va bien. Pour ce que vous faites ensemble, les activités que vous faites ensemble. Et quand on parle d'activité, on parle autant d'une partie de jeu de cartes avec les enfants ou d'un jeu de société que de faire l'amour. Ça, c'est une activité que vous faites en couple. Enfin, que vous faites à 2. Et normalement, vous êtes tous les 2 consentants. Là, on est à 5. La relation est tout à fait normale à partir du moment où vous êtes tous les 2 d'accord pour faire une chose ensemble. Faites-le, c'est ok. Si ça vous nuit ni à l'un ni à l'autre, c'est magnifique, c'est magique. Au niveau du 6, et là, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, parce qu'on me l'a souvent dit. On s'est engueulé, ça fait 3 jours qu'il me fait la gueule. Ouais, elle fait mal, hein, celle-là. Pour vous, c'est normal. Posez-vous la question de savoir pourquoi c'est normal pour vous, parce que visiblement, pour les professionnels que nous sommes, ou les accompagnants que nous sommes, parce que je ne m'estime pas professionnelle, je ne suis pas psy, je ne suis pas psychiatre, hein, moi je ne suis que sociologue à la base. Posez-vous la question de savoir pourquoi pour vous c'est normal, alors que pour des tribunaux déjà c'est pas normal. Alors dans les 8-9 situations que je pourrais développer, je connais bien cette situation-là, il va se moquer de vous en public, il va vous humilier en public, il va vous manquer de respect en public, il va vous nuire, enfin... De toute façon, vous êtes une merde, tout le monde le sait, et si tout le monde ne le sait pas, croyez-moi, tout le monde va le savoir. Là, on est à 8. Là où ça devient intéressant, c'est le numéro 10. Ou ce numéro 10, un peu à la mode en ce moment, les manipulateurs. Ils me manipulent. Qu'est-ce que ça veut dire être manipulé ? Je le répète, c'est un pervers narcissique, un manipulateur pervers narcissique. Alors déjà, lui, il n'a pas de peau, il est pervers narcissique et il est manipulateur, le mec. Il a tout compris, désolé pour lui. Mon avis, il doit y avoir un cas sur 10 millions, comme ça. Enfin, je sais pas, mais en règle générale, où on est l'un ou on est l'autre. Même si on reconnaît que dans la perversité, il y a de la manipulation, mais où on est l'un ou on est l'autre. C'est déjà assez dur à porter. Donc foutez-leur la paix. Hein, mais on ne trouvera pas dans le 10 des pervers narcissiques, ils sont bien plus hauts. Ils sont bien plus hauts, et à défaut d'être bien plus hauts, ils sont même pas classés, même pas répertoriés, parce que ça faut vraiment, je le répète, une demande d'un tribunal, avec une expertise psychiatrique de demander par un tribunal, faut vraiment ça. Personne, même un psychologue, n'est pas compétent pour déclarer un pervers narcissique. Alors arrêtez, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux, de comparer votre ami à un pervers narcissique. C'est lui nuire. Autant que c'est vous nuire à vous, mais c'est déjà porter atteinte à la personne.
La manipulation, il y a plein de formes de manipulation. J'ai pas envie d'en citer parce que les gens vont se reconnaître dedans et ça peut être très très mal interprété. Donc je ne citerai pas de type de manipulation. Mais la manipulation, ça vient en 10 et dans le 11, juste au-dessus de la manipulation, il y a il est jaloux. Il ou elle est jaloux. Ça va dans les deux sens. Il est jaloux en permanence. Ça, c'est un truc de dingue. Tout le monde dit il est jaloux. C'est quoi être jaloux? S'il est jaloux parce que vous dites bonjour à votre ex, simplement lui expliquer que vous avez gardé une bonne relation. Vous dites bonjour parce qu'effectivement, vous avez passé 10 ans de vie commune ensemble. Vous le croisez, vous avez un enfant ensemble. Effectivement, vous dites bonjour, vous êtes poli. Ça s'explique. Mais s'il est jaloux parce que vous êtes avec un groupe de copines et puis que dans ce groupe de copines, vous discutez avec le frangin d'une d'entre elles, ça va poser plus de problèmes. À quel niveau se situe votre jalousie? S'il fouille dans vos textos, c'est pas normal. S'il fouille vos mails, vos portables, c'est pas normal. Quand on se met d'accord dans un couple, quand on est ensemble, on répond pas au téléphone, ou faut pas que les gens nous envoient de messages, c'est pas normal. Je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître, surtout ceux avec lesquels je travaille, vont se reconnaître, non, vous avez le droit d'avoir une vie sociale. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez recevoir un message, c'est pas gênant. Au-dessus, parce que je parle des mails, là, dans Il est jaloux, on parle en permanence, mais en fait, fouille les textos, les mails, vos applications, tout ça, c'est en 13, on est déjà au-dessus du 10. Donc, les professionnels font la différence entre il est jaloux, simplement, là, et il fouille partout, vos mails, vos téléphones, et là, je vais m'adresser directement à une femme qui m'a dit tout à l'heure, qui va se reconnaître, et qui m'a dit tout à l'heure, c'est pas la première fois qu'elle me le dit. Elle me dit, c'est normal, on est jaloux de ce qu'on aime. Non, c'est pas normal, même d'être jaloux de ce qu'on aime. Non, ce n'est pas sain d'être jaloux. À partir du moment où la jalousie s'installe, il n'y a plus de confiance. La base d'une relation, c'est la confiance que vous avez envers l'autre personne, la liberté que vous lui accordez, la liberté qu'elle vous accorde, le respect. Donc non, ce n'est pas normal, on n'est pas jaloux, même de ce qu'on aime, surtout pas de ce qu'on aime, on accompagne ce qu'on aime. Après, je reviendrai pas sur la 14 parce que ça va viser directement des personnes et c'est pas le but de cette vidéo, j'essaie d'être un peu global. Mais dans la 15, j'ai fait cette réflexion à plusieurs personnes en leur disant que ils avaient changé. Et je vais revenir aussi sur cette personne. Et là, je parle d'un monsieur, en l'occurrence, parce qu'on dit toujours c'est femmes battues. Là, je vais parler d'un homme qui a admis une fois devant le psychologue, c'est une personne que je suivais, où il a été interdit de prononcer ne serait-ce que mon nom. Interdit de prononcer mon nom, qu'on fait tout contact avec moi. On est à 15, on est là. On est vraiment au seuil du dites stop à vraiment là, tire-toi, t'es en danger. On est vraiment au seuil de ces deux-là. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? La notion est vraiment... nous, quand on détecte des personnes à ce niveau-là, quand les personnes nous demandent de l'aide à ce niveau-là, il y a déjà un vécu derrière, il y a déjà un passif. Mais j'ai envie de dire qu'à ce niveau-là, là, la famille, il y a déjà des choses que vous voyez, même sans les voir. Il y a vraiment des choses auxquelles vous devez être vigilant auprès de vos frères, de vos sœurs, de vos parents, de vos oncles, de vos tantes, peu importe, même de vos amis, si vous les considérez. À quel moment c'est sain ou pas sain? Quand une personne interdit à une autre personne de prononcer un nom, ou quand une personne ne se sent pas à l'aise avec vous, vous avez un frère, une sœur, un conjoint, une compagne, et cette tierce personne ne se sent pas à l'aise avec vous, là, c'est qu'il y a un problème.
Mais c'est pas parce qu'elles sont pas à l'aise avec vous qu'il y a forcément un problème avec elles. Ça peut être simplement de l'extrême timidité. Donc il y a aussi une extrême vigilance à avoir par rapport à ça. Mais quand ça rassemble plusieurs faits, faut se poser des questions, aller doucement avec les personnes avec qui vous allez en parler. C'est extrêmement délicat de parler de ça, d'amener ça sur la table comme ça. La plupart du temps, on est face à un tu te mêles de quoi. On me l'a déjà dit, tu te mêles de quoi. Il y aura toujours des emmerdeuses comme moi, désolé. Alors, pour tous ceux qui m'ont dit ouais, il me fait chier, il pète les plombs. Il pète les plombs tout le temps. Le pétage de plomb, là, 17e échelle. Alors là aussi, on va faire attention au pétage de plomb. Bien que il n'y a pas vraiment d'exemples qui me viennent, mais c'est quoi vraiment péter les plombs? Qu'est-ce qu'on appelle péter les plombs? Là aussi, il faut mesurer cette échelle et se poser les bonnes questions. Mais si effectivement la personne vous hurle dessus, pète les plombs et vous injure juste parce que vous avez dit bonjour à une autre ou parce que vous avez répondu à un texto, il y a un problème. Je croise parfois dans la rue des personnes que je côtoie, que je suis, pour des cas un peu difficiles. Quand je vais simplement leur dire bonjour, et c'est voulu de ma part, soit clair, je suis un peu rentre dedans. Donc je vais dire bonjour, ça me permet de voir comment les gens évoluent et qu'ils se sentent mal à l'aise. On sait que derrière il y a du pétage de plomb et que c'est vraiment pas bon. Malheureusement, on ne peut pas rester insensible à ça, rester sans rien faire, mais on doit aussi tenir notre position, notre rang et faire attention. Donc à quel moment le pétage de plomb est bon, entre guillemets, est sain. J'aime pas ce mot-là, surtout pas après un pétage de plomb. Et à quel moment on prévient la gendarmerie? À quel moment on détecte le danger chez telle ou telle personne? À quel moment les couples sont en danger? Là, ils nous le disent, au 5, enfin au 6. Parce que le 5, la relation, on assume avec accord. Et au 6, on est déjà itinérant pendant des jours, là. Donc, si tu ignores, qu'est-ce que ça cache derrière? Posez-vous la question. Alors, quand on arrive au 15, où on isole de la famille ou des amis, on a des gens qui dormaient dans les placards, ça c'est connu, ça c'est vu. J'ai suivi une femme qui a dormi dans sa voiture récemment. C'est pas sympa. Elle a passé la nuit dans sa voiture, heureusement que c'était l'été et qu'il faisait beau. Parce que c'est pas vieux, ça a 15 jours, 3 semaines, pas plus. La violence vraiment physique te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe. On est là. On est au 18 sur une échelle qui va à 24. 24, je le rappelle, repose en paix, t'es morte ou t'es mort. Donc là, on est là. La violence, avant la violence physique, il faut se rendre compte qu'à partir du moment où une personne en arrive à la violence physique, il y a tout un cheminement de violence verbale, de comportements qui ne sont pas sains et qui ne sont pas conformes, entre guillemets, à une base d'une bonne relation. Donc quand on en arrive là, ou quand une personne en arrive à venir vous dire si tu me quittes, je me suicide, ou si tu me quittes, je te tue. Là, j'ai envie de vous dire, vous savez quoi, prenez même pas vos petites affaires, on s'en fout là. Prenez vos papiers, vous vous barrez, vous allez à la gendarmerie. Parce que là, il y a un vrai problème et la personne, elle a autant besoin d'aide que vous avez besoin d'aide aussi. Alors après, ça c'est plus pour les filles. T'es obligé à regarder des films porno, mais ça c'est vu. Pas moi personnellement, c'était pas un de mes cas, mais une femme qui obligeait un homme à regarder des films porno. Ça c'est vu. Et puis, quand une personne vous oblige à avoir des relations sexuelles avec elle, on est purement dans les cas de viol. Et le viol dans le couple, ça existe. Et oui, ça fait partie des choses dont on ne parle pas, dont on parle peu, mais qui existent. Il faut le savoir, le viol conjugal aujourd'hui est reconnu par la loi.
C'est pas parce que vous êtes en couple ou même marié avec une personne que vous êtes obligé de lui faire l'amour. Si vous n'en avez pas envie le soir et que vous avez mal au crâne, hein, comme on dit, votre conjoint ne peut pas vous y obliger. Ces échelles, elles sont faites pour aider les gens et pour leur permettre de prendre quelque part conscience de ce qui va ou de ce qui ne va pas dans leur couple, et surtout dans l'ère où on évolue aujourd'hui, où les gens le voient de plus en plus, sont malheureux. Il y a un vrai mal-être qui s'installe, et comme il y a un vrai mal-être qui s'installe, on cherche des excuses et des réponses à tout. Alors je vous dis pas de vous séparer à chaque fois qu'un monsieur vous a dit oh et merde, fais chier, hein, ça nous arrive à tous. Mais prenez le temps de regarder autour de vous et de faire attention. Il y a parfois dans les entourages des vraies personnes qui sont en difficulté. Ne jouez pas sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, à dire un tel ou un tel est pervers narcissique ou un tel m'a fait ça. Mais ne venez pas non plus sur les réseaux sociaux venir dire que c'est l'amour de votre vie, que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Si ça fait déjà 3 fois qu'il vous envoie à l'hôpital, là vous avez besoin d'aide. J'espère que cette vidéo choquera personne. Je ne l'ai pas fait pour choquer les gens. Je l'ai vraiment fait dans le but d'aider les gens, de les faire évoluer, de les faire avancer. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, pas souvent en tout cas. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on se tait et que derrière une porte, effectivement, on ne sait pas ce qui se passe. Mais j'ai envie de dire qu'entre copines, on se parle plus ou moins. Si vous voyez vos amis régulièrement et que du jour au lendemain ça change, posez-vous des questions. Soyez toujours à l'écoute, soyez toujours attentifs des gens que vous aimez et des gens que vous avez auprès de vous, c'est important. À tous ceux que je côtoie qui sont dans ces situations-là, j'ai envie de leur dire que je serai toujours là, même à 3h du mat. Pour certains, j'ai déjà vu être réveillé à 3h du matin, et prendre la voiture et descendre quand on est obligé, on y va. Autant aux femmes qu'aux hommes, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Alors c'est plus difficile pour un homme, on le sait. Ça a été beaucoup plus difficile effectivement pour les hommes qui ont travaillé avec moi de m'avouer telle ou telle chose. Et pourtant, paradoxalement, c'est les personnes qui s'ouvrent le plus, qui sont le plus conscientes de la relation. Une femme va vous dire c'est normal, c'est un mec. Un mec va vous dire c'est pas normal. Moi je tolérerais pas ça d'un homme, alors je veux pas que ma compagne me le fasse. Alors aussi dans ces situations-là, on ne sait pas forcément à quoi ou à qui on est confronté. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide, à appeler, pourquoi pas, un médecin, une copine, un pompier, la gendarmerie, SOS Amitié, Femmes Battues. Il y aura toujours quelqu'un au bout du fil pour vous répondre de toute façon. Soyez vigilants pour vous, soyez vigilants vraiment pour vous, mais pour aussi les gens que vous aimez. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez, on ne le dira jamais assez. On vit dans un monde où c'est le chacun pour soi. Changez vos habitudes. On vit entouré de gens. Nous avons besoin des gens. Nous avons besoin de notre cercle familial, amical, social pour nous élever, autant spirituellement, pour les groupes que je suis, côté spirituel, que pour nous élever tout simplement dans le bonheur et dans le bien-être. Soyez conscients aussi que c'est pas parce que vous aurez visionné cette vidéo que vous aurez forcément autour de vous des gens qui sont battus, qui se retrouveront dans cette situation-là. Voilà, première, j'utilise le terme de pétage de plomb. Ça m'est déjà arrivé de péter les plombs et de faire des batailles de polochons. Ça fait pas de moi une femme battue. Donc faites attention aux termes que vous employez. Faites attention aux termes que les autres emploient.
J'aime beaucoup ce proverbe qui dit, si tu veux savoir comment les gens parlent de toi dans ton dos, écoute comment les gens parlent des autres devant toi. On apprend beaucoup de ce dicton, on apprend beaucoup en écoutant et on apprend surtout plus en écoutant qu'en parlant. Je l'ai dit, mais je le répète, n'accusez pas sur les réseaux sociaux. Pervers narcissique, c'est un effet de mode, il n'y en a pas tant que ça. En fait, heureusement, merci là-haut, ça pourrait être pire sinon. C'est comme les flammes jumelles, c'est un effet de mode. Faites attention à ça. Si vous avez le moindre doute, et là je m'adresse à toute personne confondue, que ce soit sur les groupes, sur les réseaux, ou les personnes que je côtoie, mon entourage, le vôtre, peu importe. Si une réflexion vous choque, si un mot vous choque, dites-le à votre compagnon. Ce qui est sain, c'est le dialogue. Privilégiez toujours le dialogue. À ceux qui me disent je ne sais pas aimer parce qu'on m'a jamais appris à aimer, posez-vous cette question tout simplement: comment aimeriez-vous qu'on vous aime? Si on vous a toujours battu et que vous avez envie d'autre chose, et levez pas la main sur votre conjoint, tout simplement. Votre conjoint, il n'est pas là pour, à la base, vous rendre malheureux. Si vous ne savez vraiment pas comment aimer, comment faire, faites-vous aider. Il y a des psychologues pour ça. Il y a des groupes d'échange aussi pour ça. Message à cette heure-là. Donc, soyez pas heureux, mais j'ai envie de vous dire, maintenez-vous dans le bonheur. Parce que quand on dit soyez heureux, ça sous-entend qu'on est malheureux. Non, maintenez-vous toujours, toujours dans le bonheur. C'est ça qui fait que vous serez heureux. Maintenez toujours votre compagnon, votre conjoint, vos amis, vos amours, peu importe, dans de bonnes communications. Si quelque chose vous déplaît, autant en amour qu'en amitié, que dans la famille, exprimez-le. Vous n'êtes pas obligé de vous, comme les gens me disent dans les groupes, cracher à la gueule. Je trouve ça très vulgaire, mais c'est souvent utilisé ce terme. Parlez-vous, communiquez. Et s'il n'y a pas de communication possible, il y a un problème. Donc utilisez une tierce personne. Écrivez-vous des messages si c'est plus facile pour vous. J'ai travaillé avec des personnes, on écrivait beaucoup. Les jeux de rôle vous apporteront énormément pour ceux qui le souhaitent. Il y a des groupes où vous pouvez intégrer avec des vrais psychologues, des vrais encadrants, des jeux de rôle. J'ai déjà participé à certains de ces jeux de rôle. On en apprend, même en tant qu'encadrant, beaucoup sur soi, sur les autres, sur la nature humaine. Profitez de la vie, vivez votre vie, partagez-vous les tâches à deux, et si vous avez envie d'accompagner vos enfants à une sortie scolaire et que vous êtes un papa, faites-le, il n'y a pas que les mamans qui le font. Si vous êtes une maman et que vous avez envie de jouer au foot avec votre fils, faites-le, l'équipe féminine de foot est plutôt pas mal douée. Arrêtez avec ces clichés de mixité, c'est à l'homme de le faire ou c'est à la femme de le faire. Vous avez envie de le faire, ça ne vous nuit pas, ça ne nuit pas à votre compagnon, faites-le. Si ça nuit à personne, si nul n'est lésé, faites-le. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, merci à vous de m'avoir suivi et à bientôt pour une vidéo un peu plus sympa.